Bonjour à tous, Nicolas Mesley, directeur produit chez NP6. Donc on est effectivement là aujourd'hui pour vous parler de la DMP au Marketing Automation. On a le plaisir d'avoir Sylvain avec nous. Malheureusement, Romain, le directeur marketing de PerfectStay, nous a indiqué qu'il ne pouvait pas être avec nous hier soir. Donc bon, on va parler quand même sous son aval du cas PerfectStay, puisque c'est tout en place et qu'il était très d'accord pour intervenir. Donc on va en parler aujourd'hui. Donc le groupe NP6 qui représenté par moi aujourd'hui, donc Nicolas Mesley et Laurent, directeur délivrabilité et client success. Donc il va parler plus précisément de la partie délivrabilité avec Sylvain. Donc aujourd'hui, NP6, en termes de positionnement, on s'attaque beaucoup aux entreprises qui sont en voie de digitalisation. On a tous les outils qui permettent d'accompagner donc ces entreprises à utiliser leur data mieux dans un but très précis de marketing. Et aussi, on a une grande flexibilité autour de l'intégration, c'est-à-dire qu'on a énormément d'expertise et de personnes qui sont là pour accompagner nos clients sur la mise en place de systèmes marketing automation assez complexes. Donc c'est ce qu'on va voir avec PerfectStay, l'exemple PerfectStay. Donc quand un client vient nous voir et nous parle de marketing automation, une des premières questions qu'il nous pose, c'est « Bon, alors moi j'ai besoin d'une DMP. » Ok. Une DMP, mais nous, ce qu'on lui répond tout de suite, c'est une DMP, pourquoi faire ? Pourquoi faire une DMP ? C'est très important de se poser cette question-là. On a édité un livre blanc récemment qui traite un petit peu des questions à se poser avant de rentrer dans le projet de DMP. Pas mal de conseils que nous, on a pu voir et expérimenter sur ce qui est important de se poser comme question. Et donc on en parlera à la fin de ces points-là pour vous accompagner sur la prise de décision de quelle technologie et de pourquoi faire. En attendant, on est là aujourd'hui sur le salon pour vous annoncer, pour annoncer au marché que nous lançons notre plateforme NP6 Conversational Marketing, qui s'appelle NP6CM, donc tout rebrandé. Ceux qui connaissaient NP6, la charte graphique a bien changé. On a lancé aujourd'hui la nouvelle plateforme avec de nouvelles fonctionnalités que vous pourrez découvrir sur le site et donc sur la plateforme. Ce que cette plateforme propose aujourd'hui, c'est donc les 15 ans d'expertise de NP6 autour du mail, du SMS, de l'activation, de la délivrabilité, de tous ces éléments-là, et les 5 ans d'expertise de la technologie DMP des Accus, qui a fusionné avec NP6 l'année dernière. Donc on a eu toute une année pour introduire tous ces stacks technologiques dans l'outil NP6CM, donc qui est la fusion de Mail Performance que vous connaissiez et donc de la technologie Ezacus. Tout ce que ça permet de faire, cette grande brique technologique, évidemment, c'est la DMP Customer Centric. Donc Customer Centric, pourquoi on s'est focalisé, concentré sur une DMP Customer Centric, à contrario d'une DMP plutôt orientée média. Customer Centric parce que évidemment l'expertise d'NP6 sur la partie gestion des bases de données, CRM, information, client était là. Et la technologie DMP des Accus a permis de mettre en DMP tous ces flux de données pour pouvoir les activer directement en mail derrière. Donc ce qu'on va voir, c'est que tout ce qui est information CRM, de transactions, de navigation avec la technologie Ezacus, d'emailing et de social, tous ces flux de données vont être intégrés à la plateforme NP6CM. Et donc, du coup, les 3 briques, on va dire, qui incluent énormément de services, mais les 3 briques principales vont être donc, la Customer Data, comment je visualise ma donnée, et donc ma donnée qui provient de flux très hétérogènes. On imagine bien qu'entre une donnée CRM et une donnée de navigation, ça n'a rien à voir. En revanche, il faut être en capacité de la visualiser, de la visionner, de la manipuler d'une manière relativement simple.
Ensuite, il y a la Customer Intelligence. Donc là, c'est quels sont les outils qu'on vous met à disposition, non seulement pour visualiser la donnée, mais pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Donc ce que nous, on appelle, enfin, nous, le marché appelle Smart Data. Donc tous les algorithmes qui vont aller autour de la data et de segments un peu intelligents qui vont pouvoir vous être proposés dans la plateforme pour aller les activer ensuite sur les différents flux qui sont disponibles sur la plateforme. Et donc, voilà, et donc j'en viens là à l'activation. Activation qui aujourd'hui dans une DMP, on va dire customer-centric, contient tous ces flux-là, et même plus, mais disons que ce sont les principaux. Le SMS, le mail, le social, le display, le push mobile. Il y a deux façons d'intégrer des flux d'activation. Il y a généralement, dans beaucoup de DMP, ce sont des flux branchés en mode extérieur, c'est-à-dire on vient se brancher à une technologie qui, elle, va faire l'activation. Pour le social, par exemple, on pense à évidemment Facebook, Twitter et ainsi de suite. Le mail, ben voilà, mail performance, hier activé pour certaines DMP. Or là, ce qu'on fait aujourd'hui avec cette plateforme NP6CM, c'est d'activer en natif, ce qui est très important, le natif, et on va expliquer avec PerfectStay pourquoi c'est important d'avoir des flux d'activation natifs, c'est que tous les triggers, tous les événements qui passent sur la plateforme peuvent déclencher un message. Ce qui est plus compliqué à faire quand on est sur un branchement avec un partenaire extérieur. Pas impossible, mais plus compliqué. Donc, ce que NP6CM intègre aujourd'hui en flux natif, c'est le SMS et le mail qui sont les canaux historiques d'NP6 via Mail Performance. Aujourd'hui, on a aussi une brique sociale, donc on a la possibilité d'envoyer les segments d'utilisateurs qui sont créés par la DMP avec tout un tas d'événements, tout un tas d'intérêts plus ou moins importants dans le cadre du marketing, de l'acquisition, de la performance, ainsi de suite. Et donc on peut créer des segments, les envoyer vers Facebook, par exemple, pour gérer des campagnes d'acquisition, par exemple, ou alors des campagnes d'acquisition pour faire de l'exclusion, par exemple, d'audience. Donc, j'ai mes clients, je les connais, j'ai envie, en fait, de les exclure de mes campagnes Facebook parce que je n'ai pas envie de gaspiller de l'argent et de recibler des clients que j'ai déjà dans ma base. Donc, ça, c'est des choses qui sont possibles à faire aujourd'hui avec notre plateforme. Donc, comme je disais, le SMS et l'email sont nos canaux prioritaires parce que on pense, comme tous les ans, que l'email décline, mais en fait, pas du tout. Et on va le voir par le cas PerfectStay. L'email, c'est le média qui apporte le plus de visites qualifiées, de visites intéressantes sur vos sites, sur les sites des annonceurs. C'est vrai que ce média-là se porte toujours très bien en termes de performance, et non seulement en termes de visites, mais aussi en termes de conversion derrière. Donc on voit que sur une étude qui était online-offline, on voit que 52%, donc les personnes avaient 5 choix dans leur décision, mais celui qui ressort en premier, c'est publicité email qui apporte énormément de visites sur les sites. Donc de cette donnée que j'expliquais avant, qui est canalisée, qui est standardisée et qui est activée, mais comment on fait du marketing automation avec ça? Et donc, c'est ce qu'on va voir avec le cas PerfectStay, qui va introduire des scénarios d'email comme celui-ci, qui est très simple, une page de produit qui est visitée, qui derrière peut déclencher plusieurs choses, qui peut déclencher un email, mais qui ensuite derrière peut déclencher d'autres emails de promo et ainsi de suite. Ce qu'on a fait avec PerfectStay, et donc Romain n'est pas là, mais on parle sous ses directives. C'est lui qui nous a donné les chiffres et ainsi de suite. Donc, PerfectStay, qu'est-ce qu'il propose? C'est un site de voyage privé, comme on en connaît beaucoup, mais qui a pour vocation de se positionner sur le voyage d'exception. Donc, on est sur des destinations prestigieuses, des hôtels prestigieux et ainsi de suite. C'est un service qui n'existait pas avant novembre 2016. Ils ont sorti donc leur site en novembre 2016 et c'est un site avec qui on a travaillé dès le mois de juillet 2016 pour mettre en place tout le système de marketing automation qui supporte la croissance de leur site
Et pour lui, pour Romain, les quotes, c'est parce que c'est lui qui l'a dit. Pour lui, l'email, c'est leur Google. Là où, effectivement, énormément de trafic pour beaucoup d'annonceurs est généré par le search, qu'il soit naturel ou payant, de Google, notamment en France. Pour des sites comme les ventes privées, c'est énormément l'email qui génère du trafic. Donc c'était très important pour eux et très stratégique. Donc qu'est-ce qu'on a mis en place ? Déjà, on est parti du constat que lors de la mise en place, ils avaient énormément de visites sur le site mobile, mais énormément des transactions, donc des conversions, étaient effectuées sur le desktop. Donc il fallait qu'on crée un lien entre les visites mobiles et les ventes desktop. Donc on voit bien que les clients de ces services-là peuvent aller voir les sites sur la version mobile, mais n'achètent pas encore totalement sur le mobile. Et donc, du coup, le retargeting mail par le CRM est venu nous aider dans ce cadre-là, puisque on va vous expliquer un petit peu ce qu'on a pu mettre en place. Donc, dans ce cadre-là, donc ils sont venus nous voir, c'était au mois de juillet, août, quelque chose comme ça, pour mettre en place quelque chose qui devait sortir en septembre à l'époque. Donc, on avait 2 mois pour le mettre en place. Donc, vous imaginez un petit peu la complexité que ça peut avoir d'intégrer un catalogue produit, enfin bon, tous ces sujets-là, en 2 mois assez compliqués. Donc il a fallu beaucoup d'agilité, il a fallu quelqu'un qui soit dédié à ce projet-là, et ils avaient énormément de demandes en termes de finesse, de granularité, de réglage de leur marketing automation. Donc on va voir un petit peu ce qu'on a pu mettre en place avec eux. On a mis 2 choses principales en place avec eux. On a mis en place le retargeting d'abandon de devis, puisque eux, ils ont une partie devis qui est très importante. Ils ont beaucoup de gens qui viennent sur les parties devis et qui abandonnent à ce moment-là, qui ne vont même pas jusqu'à la page de paiement. Donc, on a mis en place ce système-là assez simplement finalement. Donc là, on voit qu'il y a une visite mobile donc du site avec une mise en devis d'un certain voyage. Et donc, ce qu'on a pu faire avec eux, c'est de définir, après un temps qu'ils jugeaient, eux, intéressant par rapport à leur connaissance client, un envoi d'email qui va reprendre l'offre qui avait été mise dans le panier, dans le devis, ainsi que des offres qui pouvaient être apparentées et qui pourraient intéresser le client qui reçoit l'email. Ce qu'on a fait, c'est que on a, pour éviter énormément de pression marketing, on a mis des choses un petit peu intelligentes, enfin on a essayé de mettre des choses un peu intelligentes qui disaient que si la personne consultait plusieurs annonces, mettait plusieurs annonces en devis, on n'allait pas envoyer un email à chaque fois pour chaque devis évidemment, on allait concaténer l'ensemble de ces devis en un seul email, et donc le temps d'attente qui pouvait être de 3 heures finalement pouvait être plus long que ça, mais c'était pour respecter une pression marketing et faire en sorte d'être optimal dans les mails qu'on envoyait à leurs utilisateurs. Pour faire tout ça, évidemment, il a fallu bien se connecter à leur environnement technique, leur catalogue produit et ainsi de suite. Et donc, par exemple, mettre en place tout un système qui faisait que l'utilisateur, quand il cliquait sur son devis, arrivait sur la page avec toutes les options qu'il avait choisies. J'ai 2 enfants, je veux partir plutôt à telle date, plutôt en début d'après-midi, enfin toutes ces choses-là, ça a été assez complexe à mettre en place, mais étaient présentes sur la page d'arrivée, et donc ça faisait gagner énormément de temps à l'utilisateur, et donc évidemment pour Perfect Stay, le chemin vers la conversion était beaucoup plus courte. Donc ça, c'est la première chose qu'on a mise en place. L'abandon de panier, l'abandon de devis est quelque chose qui peut être géré en marketing automation, donc avec des systèmes assez complexes, mais qui peuvent être aussi dans la plateforme. Donc ça, vous voyez, c'est NP6 CM, donc la nouvelle mouture. Donc ça, c'est notre segment builder qui permet de créer des segments d'abandonnistes. Donc on peut les gérer en automation, donc c'est-à-dire dans le flux, 3 heures après l'abandon, j'envoie un email ou ainsi de suite, ou on peut créer des segments qui peuvent être ensuite envoyés à des technotiers type Facebook par exemple, pour pouvoir retoucher cette cible-là quand même.
Comme je disais, le fait que ce soit en natif est très important puisque c'est ce qui nous permet de faire le marketing automation, ce qui est plus compliqué à faire sur du Facebook par exemple. Donc la deuxième chose qu'on a mise en place, c'est le retargeting abandon de panier, donc qui était l'étape abandon de paiement, pardon, qui est l'étape juste après. Et donc on a fait des choses, évidemment, on a essayé de mettre des liens entre les deux. Donc si un devis était fait et qu'un paiement était initié, eh bien, on n'envoyait pas ce qui était sur le devis, mais plutôt ce qui était sur le paiement. Donc là, sur cet environnement-là, pareil, hein, le mobile fonctionnait aussi, et donc on envoyait une visite mobile était envoyée par email et donc pouvait être consultée généralement en fin de journée sur le desktop, et donc du coup les confirmations arrivaient plutôt en fin de journée, en fin de journée de travail. Et donc là, personnalisation encore du contenu du panier, et aussi personnalisation avec l'ensemble des éléments qui sont présents dans le catalogue produit du client. Donc non seulement les voyages qui peuvent être en corrélation, mais aussi des informations qui peuvent permettre d'améliorer le taux de conversion, comme par exemple les avis d'experts, qui ne sont pas des choses qui sont tout le temps mises dans les emails, mais qui finalement ont un impact sur comment l'utilisateur perçoit la communication qui lui est faite. Donc sur ces sujets-là, on a mis en place des choses qui ont permis donc une personnalisation très fine et un réglage très fin de ce que PerfectStay voulait mettre en place. Donc là, j'ai donné un aperçu, mais en fait, quand on rentre dans le détail, on se rend compte qu'il y a des temps d'attente, il y a des triggers, il y a plein de choses qui peuvent complexifier et qui permettent à PerfectStay d'être assez fin dans ce qu'ils veulent faire. Et donc tout ça, ça nous a permis de faire quoi? Ça nous a permis de respecter la pression marketing qu'eux souhaitaient avoir, parce que des systèmes comme ça de voyage privé envoient énormément d'emails. Donc la pression marketing, c'est quelque chose de très important pour eux, de ne pas être trop présent. Et donc sur leurs 600 000 utilisateurs qu'ils avaient quasiment dès le départ de la création du service, le retargeting par email représente 15% du CA généré depuis qu'ils ont lancé la plateforme. Donc on voit bien que c'est non négligeable et que la finesse qui a été permise par les équipes et la solution NP6 ont porté leurs fruits. On voit que les taux d'ouverture qui supportent finalement les 15% de chiffre d'affaires du retargeting est de 50%, ce qui est quand même très intéressant, et les newsletters de 20%. Donc, chez NP6, on a pu mettre ça en place en 2 mois. J'avoue, ça n'a pas été très simple, mais on l'a fait. Ils avaient en sortie de leur produit, de leur interface, du marketing automation qui fonctionnait sur la partie email. Ils ont un niveau de finesse sur le réglage de leur scénario qui est assez importante, notamment un lien entre le mobile et le desktop, un lien entre les différents retargeting qu'ils font. Et tout ça, ça nous a permis de travailler la performance. Et la performance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moins d'emails pour plus de ventes et une pression marketing respectée. Et tout ça, ça va directement en lien avec la délivrabilité, qui est le sujet qui intéresse Laurent et Sylvaine, et que je vais passer le relais à Laurent et Sylvaine. Mais c'est vrai que tous ces outils-là nous permettent d'être très très forts sur la partie délivrabilité. Donc, Laurent Garnier, messieurs, dames. Merci Nicolas, bonjour à tous. Alors, pour juste rebondir un petit peu sur la délivrabilité, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est, savoir que les communications arrivent bien en boîte mail des différents opérateurs, qu'ils soient américains, Microsoft, Gmail ou français, et là on va parler de FAI. Pourquoi délivrabilité optimale ici dans le cas d'un PerfectStay? Parce qu'on a amené cette connaissance client. Il y a une dizaine d'années, la délivrabilité, elle était basée essentiellement sur le contenu. Il y avait des mots-clés à ne pas mettre dans les mails, des couleurs à éviter, des présentations à soigner. Et aujourd'hui, on est littéralement sur une analyse faite par ces opérateurs, et là surtout américains, une analyse des comportements qui va directement influencer la remise ou non du message. C'est-à-dire qu'il y a un droit d'ingérence aujourd'hui des Microsoft, des Gmail et Yahoo
et dans une bonne mesure AOL, dans votre boîte aux lettres pour choisir pour vous ce qui est censé vous intéresser. De par les dernières réactions, Microsoft aujourd'hui, pour chaque individu, va distribuer un mail dont il est à peu près sûr que le contenu va vous intéresser. Bon, ce qu'on veut proposer et ce qu'on fait aujourd'hui via la DMP notamment, c'est d'amener cette connaissance client et de faire ce traitement en amont, c'est-à-dire vous permettre de segmenter avant envoi les gens dont on connaît un certain potentiel. Alors, si on reprend le cas Perfexté, donc ça fait pas tout à fait un an qu'on travaille avec eux aujourd'hui, les prochaines étapes, ça va être d'affiner encore cette connaissance client et de déterminer, en plus dans un secteur du voyage où la saisonnalité est très forte, déterminer pour chaque individu ses périodes privilégiées de vacances, en fonction de son nombre d'enfants, trouver le bon séjour, ou de ses destinations, trouver des destinations dont on est sûr qu'elles plairont aussi, etc. etc. Donc, et c'est en amenant effectivement cette connaissance que la délivrabilité, et là je parle même de réputation auprès des opérateurs, va augmenter et vous ouvrir les portes de la boîte de réception. Alors, donc, Perfexté, donc à peu près 10 mois de collaboration, donc une start-up, donc on a su aider, mais on sait faire aussi du grand groupe. Et là j'en viens à Canal+, avec qui on travaille maintenant depuis 10 ans. Et alors on a avancé ensemble, alors je ne vous cache pas qu'au début, d'une manière un petit peu empirique par rapport à cette délivrabilité, parce qu'il n'y a pas forcément de documentation, c'est des choses qu'on a appris au fur et à mesure, et qui nous amènent aujourd'hui à une bonne stabilité, une réputation plutôt bien reconnue de la part des différents opérateurs. Voilà, je vais laisser la parole à Sylvaine qui va vous décaler les détails. Bonjour. Donc, je suis Sylvaine Imbert, je travaille dans la direction marketing stratégique et CRM et je m'occupe plus particulièrement, vous m'entendez pas? Il faut que je lève comme ça? Comme ça, c'est mieux? D'accord. Et je travaille plus particulièrement sur les politiques de pression relationnelle. Donc, quand on a commencé à travailler sur ces politiques de pression relationnelle, de pression commerciale, d'intensité relationnelle, la première chose qu'on s'est dit, c'est qu'on a fait le tour des différentes entités du groupe pour regarder qui faisait quoi comme communication sortante. Et là, quelle n'a pas été notre surprise de découvrir que à moult endroits différents, il y avait des tas d'équipes qui faisaient des communications sortantes, alors courrier, appels sortants, SMS, email. Les directions qui s'occupent des sites web, les directions de la gestion des abonnements, la direction commerciale, la direction marketing, fidélisation, les chaînes. Donc, notre premier point, ça a été de se dire, bon, il faut un peu faire un état des lieux pour savoir qui fait quoi et avec qui. Une fois qu'on a eu fait ça, on s'est rendu compte que l'email était le canal de communication sortante le plus utilisé parce que, je pense, sans dévoiler de secret, que c'est le moins cher. Et c'est le plus facile et il est interactif puisqu'on peut y mettre des liens, des vidéos, donc il est assez sympa comme canal. Attends, il faut que je bouge la zapette. Bon, ça c'est le groupe Canal. Voilà. Du coup, donc ça a été notre premier point sur l'organisation, qui fait quoi, combien on est et sur quel canal on communique. Et donc, on s'est rendu compte que le canal qu'on utilisait le plus, c'est l'email. Donc, on s'est dit comment on est organisé par rapport à l'email. Ensuite, par rapport à l'email, ce qui se passe, c'est qu'on a un cadre de législation, des recommandations de la CNIL, la loi informatique et liberté. Et on s'est demandé si on respectait ces lois, ce cadre, parce que la particularité, je dirais, du produit que je représente, c'est son abonnement. Un abonnement, c'est une relation pendant 12 mois, voire 24 mois, avec quelqu'un. C'est pas comme un achat one-shot, je viens, j'achète, je suis pas content, je vais ailleurs. Nous, les clients, on les a, et ils sont chez nous pendant 12 mois, voire 24 mois. Donc la relation est plutôt longue, et du coup, il faut qu'elle se passe bien, parce que sinon, au bout des 12 mois, ils s'en vont. Donc on a regardé avec la direction juridique quel était le cadre et qu'est-ce qu'on devait faire, et est-ce qu'on le faisait, est-ce qu'on demande toujours une opt-in, est-ce qu'on respecte les volontés quand les gens ne veulent plus être contactés, etc. On a fait un petit peu le tour de tout ça. Et puis la troisième chose qui nous a drivé, c'est si on s'est mis d'un point de vue de nos clients.
nos clients, ils reçoivent un mail du site web canalplus.fr. Et puis, ils reçoivent un mail sur les programmes de la direction marketing fidélisation. Et puis, ils reçoivent un mail de la gestion. Et puis, ils reçoivent un mail du commerce pour prendre une option supplémentaire. Mais eux, ils s'en fichent de tout ça. Eux, ce qu'ils voient, c'est des mails et des mails et des mails et des mails de Canal, quoi. Ils ne font pas la différence. Et du coup, on a essayé de se mettre à la place de nos clients, et quels qu'ils soient, prospects, abonnés, pour se dire qu'est-ce qui est acceptable chez eux et qu'est-ce qui ne le serait pas. Comment je peux faire pour qu'ils soient plus ou moins contents quand ils voient le mot Canal arriver dans leur boîte mail. Et tout ça, une fois qu'on a fait ce constat, on s'est dit qu'est-ce qu'on est capable de faire chez nous, tout de suite, et qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire chez nous. Et du coup, avec qui on peut travailler pour pouvoir mettre en place des choses qu'on ne sait pas faire chez nous. On ne sait pas faire chez nous des choses parce que bon, la société elle a un peu plus de 30 ans et du coup, il y a des bases de données un peu partout, elle ne communique pas forcément. Et parfois, ce n'est pas facile quand j'ai une adresse mail qui est invalide, je le sais via les bases de données de mon site web, je ne le sais pas forcément via la base de données de la gestion du contrat d'abonnement. C'est comme ça. Alors, soit je relis mes bases, ça c'est, oui, mais c'est long et c'est cher, soit je déporte dans un premier temps auprès d'un partenaire avec lequel je vais travailler, avec lequel je vais expliquer tout ça. Et ce partenaire, c'est NP6, qu'on a choisi parce qu'on travaillait déjà avec eux, pour une partie d'entre nous, et qui sont ceux qui ont le mieux répondu à l'appel d'offres, tout simplement. Et du coup, tout ce qu'on a fait avec NP6, c'est essayer de faire ensemble, soit chez eux, soit chez nous, de mettre ensemble des règles pour améliorer notre organisation, optimiser, améliorer notre relation avec la législation, être sûr qu'on soit en phase avec les recommandations de la CNIL, avec la loi informatique et liberté, et que nos clients soient satisfaits des communications qu'on leur adresse. Voilà. Donc là, ce que ce graphique peut vous représenter, c'est que donc j'ai N directions chez Canal qui ont parfois N systèmes d'information. Et NP6 a été c'est chez NP6 que j'ai mis en place des règles. De façon assez simple, hein, par exemple, bon, vous avez une réponse sur une adresse mail qui est hard, d'accord, vous le savez, parce que vous avez envoyé un email de canalplus.fr qui vous raconte comment regarder la retransmission des meilleurs buts du match de foot de la veille. Du coup, jusqu'alors, il n'y avait que la base de données de canalplus.fr qui avait cette information. Aujourd'hui, cette information, je la déporte sur l'ensemble de mes bases et c'est NP6 qui, si la fille doit envoyer un mail à cette même adresse mail, c'est NP6 qui retient le mail. Moi, dans la base de données, ce n'est pas forcément à jour, mais NP6, lui, peut le faire. Donc, ça m'évite d'envoyer un mail à une adresse mail que je sais par ailleurs qui ne fonctionne pas. Et l'intérêt de faire ça, au-delà, parce que l'intérêt économique, il n'est pas si énorme que ça. Il existe, bien évidemment, mais il n'est pas si énorme que ça. L'intérêt surtout, c'est que le transporteur, c'est-à-dire le FAI ou les messageries, lui, il déteste que j'envoie des mails sur des adresses qui sont hard. Et quand il me voit faire ça, au bout d'un moment, il baisse ma réputation. Et moi, j'ai pas envie que ma réputation baisse. Donc, je m'assure que les fichiers que j'utilise soient propres. Et du coup, dès que j'ai une information de NPI hard, je la propage à l'ensemble de mes unités au travers de NP6. De la même façon, j'ai des liens des inscriptions dans mes mails. Et plutôt que d'avoir autant de liens de désinscription qu'il y a de typologies d'emails, il y en a certains que j'ai regroupés parce que les gens, ça les agace. Ils cliquent une fois sur le lien et puis ils reçoivent encore un mail. Ah ben non, c'est pas le même. Alors ils recliquent, ils reçoivent encore un mail et eux, ça les énerve quoi, de recevoir 10 mails. Cliquer sur 10 liens de désinscription différentes, c'est pas possible. Donc j'ai déporté cette règle chez NP6. Et la dernière règle que j'ai déportée chez NP6, c'est la règle du calcul de la réactivité de mes adresses mail. Donc, mes adresses mail, quand je les utilise, elles ouvrent ou elles n'ouvrent pas, d'accord ? Et il y a des adresses mail qui n'ouvrent jamais. Donc, ces adresses mail qui n'ouvrent jamais, au bout d'un moment, je peux penser que soit ça n'intéresse pas la personne,
Soit l'adresse mail, c'est une adresse mail comme on fait tous quand on fait des jeux. Pour gagner une tasse, on met une adresse mail Gmail qu'on s'est fabriquée, c'est gratuit, on s'en fiche. Et en fait, on ne va jamais sur cette adresse mail. Ou alors, notre fournisseur d'accès nous a filé une adresse mail et dont on ne se sert jamais parce que notre adresse mail à nous, c'est une Gmail, c'est une Hotmail et on ne la connaît même pas, celle de Orange. Mais on la donne de temps en temps, comme ça, voilà, on a la paix. On peut donner une adresse mail, mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Du coup, on sollicite un certain nombre d'adresses mail qui, en réalité, au bout desquelles on va dire il n'y a personne. Et donc ça, il faut le regarder parce que de la même façon, mon transporteur, toujours lui, ben lui, il analyse tout le trafic qui part de Canal et il regarde si ce que fait Canal est correct et si les gens aiment Canal. Et s'il voit que les adresses que j'utilise, les emails que j'envoie, ils sont jamais ouverts, il va se dire ah ben non, les gens ils aiment pas Canal, ils ouvrent pas. En fait, Canal, tout le monde s'en fout. Donc il va pas délivrer mes emails. Ou alors il va me mettre en boîte en courrier indésirable. La boîte qu'on regarde rarement là. Ou alors il ne va pas du tout me délivrer d'ailleurs. Il ne va pas du tout me remettre dans les boîtes mail. Et moi, je ne pourrais pas communiquer. Mais ni auprès des gens qui m'aiment, ni auprès de ceux qui ne m'aiment pas. Donc ça ne fonctionnera pas. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait également avec NP6, rationaliser nos communications, de communications qui partaient d'un peu partout, un peu n'importe comment. On a mis en place des règles, on les a déportées chez NP6 quand nous, on n'était pas capable de le faire dans nos systèmes. On a mis en place des calculs de segments de non-réactivité. On a organisé le planning d'envoi d'emails de façon à ce que, à cadencer régulièrement tout ça et ne pas le faire tout le monde le lundi, plus personne le vendredi, etc. Pour optimiser nos taux d'ouverture, la performance de nos emails. Donc, en parallèle de ça, on a mis aussi en place tout un tas de systèmes pour rationaliser nos communications. Aujourd'hui, on aime de plus en plus que l'on parle de nous dans nos communications. Quand on reçoit un email, on aime bien qu'on parle de nous, de qu'est-ce que j'aime, qui je suis, qu'est-ce que j'aime. Et donc, on utilise un maximum d'informations qu'on a dans nos systèmes de données pour personnaliser nos communications le plus possible à l'individu. Et ça, on le fait au travers d'une brique qui est disponible chez NP6, qui s'appelle Content Designer, qui nous permet de personnaliser pour chacune de nos cibles le plus possible nos communications, au-delà du nom, prénom, numéro de client, etc. De raconter qu'est-ce qu'ils aiment comme programme, qu'est-ce qu'ils regardent comme rubrique sur les sites. Toutes ces données, on les a. Et on les rassemble et on s'en sert pour personnaliser nos communications. Donc, comme tout le monde, comme beaucoup, en tout cas, nos clients, d'abord, ce sont des prospects. Ensuite, ils deviennent des clients. On les monte en gamme. Il arrive une phase de maturité, de fragilité, de désaffection. Ils sont des abonnés. Et après, on les oublie. Ils tombent dans l'oubli. Et ensuite, on les retrouve. Ce qui était important pour nous, c'est de connaître à chaque étape qu'est-ce que je suis en droit de faire en termes de pression, comment je peux contacter comment je peux contacter mon client et de piloter cette pression relationnelle. Ça, c'est vous. Donc, on vous a traduit tout ça sous forme de graphe qui résume 10 ans d'histoire. Alors très clairement, les ordonnées sont différentes entre la gauche et la droite. La courbe rouge, c'est les volumes envoyés donc depuis 10 ans. Donc on est monté à 60 millions d'emails. Et à gauche, les ordonnées sur les volumes, que ce soit d'ouverture et de clics. Alors, ce que vous constatez, c'est que, effectivement, une considération de l'importance du média email dans la communication, donc une grosse augmentation à la fin de 2009, et une prise en compte, effectivement, et là je rejoins l'aspect délivrabilité, où on ne peut plus envoyer sans segmenter, sans réfléchir, sans essayer, effectivement, de plaire à chaque individu.
Donc de là, on a une diminution assez drastique des volumes, et remarquez que les volumes d'ouverture, eux, restent constants. Voilà. Donc là, ça nous a permis quoi déjà de sortir effectivement des envois, toutes les cibles, comme le citait Sylvain tout à l'heure, qui ne réagissent jamais, hein, soit de par la non-véracité de l'adresse ou le non-intérêt, qui peuvent être effectivement pénalisantes en termes de réputation vis-à-vis de certains opérateurs. Plus vous sollicitez d'adresses peu réactives ou inexistantes, plus vous exposez à des baisses de réputation et des mises en courrier indésirables. Donc là, cette efficacité, on gagne, enfin, on le verra après sur un autre graphe, on gagne vraiment en efficacité et surtout en réputation. Alors qu'on ne peut pas, enfin que je n'ai pas traduit là parce que c'est seulement très récent, hein, le fait de pouvoir mesurer cette réputation de manière efficace. Un Gmail va nous le donner aujourd'hui, mais ça a à peine 2 ans. Ouais. Avant, comme je disais, on était vraiment sur quelque chose d'assez empirique, de regarder des résultats à chaque envoi, de les comparer, de mesurer ça dans le temps. Là, aujourd'hui, un site Postmaster Gmail va clairement nous indiquer la réputation de l'émetteur aujourd'hui. Vous êtes jugé bon, moyen, mauvais, très mauvais. Et ça peut suivre dans le temps. Alors, on a d'autres opérateurs. Microsoft aussi, via un SNDS, peut nous permettre de mieux mesurer cet impact. Et on a une synergie côté français, avec notamment Signal Spam, qui nous permettent d'avoir aussi des informations par rapport à la qualité des envois. Alors un autre graphe qui est assez explicite, hein, de ce travail a amené une vraie stabilisation et une augmentation effectivement du taux d'abouti, c'est-à-dire des mails acceptés par les différentes plateformes, hein, où là régulièrement on est au-dessus des 98%. Et je vous l'indiquais tout à l'heure, cet indice d'efficacité, on voit très clairement qu'à partir de l'hygiène de base qui a été mise en place à partir de 2013, on a une efficacité. Alors ce qu'on appelle l'efficacité pour nous chez NPC, c'est le nombre d'emails que vous devez envoyer pour susciter une ouverture. Donc on voit qu'on passe, alors je ne dis pas l'échelle ici, on ne l'a pas là, mais on l'a diminué drastiquement quand même. Et cette efficacité, encore une fois, elle traduit une bonne remise en boîte de réception et une réputation stable et reconnue par les opérateurs de messagerie. Donc là, comme Nicolas vous a montré tout à l'heure un petit screenshot de la plateforme NP6, là on vous en montre un autre sur la partie statistique et plus particulièrement sur les plateformes de lecture. Donc on peut distinguer sur quoi est ouverte la communication, que ce soit un ordinateur, un portable, une tablette et autres outils connectés. On peut voir aussi via l'exploitation de ce qu'on appelle le user agent sur quoi est lu. Ça, c'est de l'Apple, du Firefox, du Chrome, etc. Voilà. Juste un petit aperçu. Je vous donne la parole. Donc, jusqu'alors, les campagnes email que nous adressons, en gros, donc, au début, je ne sais pas si vous avez fait attention, on envoie, pour vous donner un ordre d'idée, on envoie à peu près 400 millions d'emails par an, ça fait 2500 campagnes, d'accord ? Jusqu'alors, une grosse partie de nos communications, c'est nous, Canal, qui décidions de communiquer avec nos clients. D'accord ? Donc, ce sont des communications sortantes qui sont c'est notre décision. Ce qu'on essaie de développer de plus en plus, ce sont des communications en réaction à un fait. Donc là, ce qui est illustré sur le graphe ci-dessus, c'est ce qu'on a déjà. C'est une opération qu'on a menée l'année dernière à l'occasion d'un match de foot. Il y a un certain nombre de personnes qui cherchent à souscrire à un abonnement les soirs de match de foot, quelques heures avant et voire au début. Et ça, à chaque match de foot. Bon. Donc, ce qu'on a mené comme opération, c'est qu'on a pris tous les gens qui avaient cherché à souscrire mais qui n'avaient pas concrétisé la souscription. Et sur des rounds toutes les demi-heures, je crois, à tous les abandonnistes. Donc ça, c'est la souscription qui se fait par la télévision, d'accord ? C'est ce qu'on appelle la TVI. Donc à tous les gens qui étaient rentrés dans un tunnel de souscription sur la TVI et qui n'avaient pas concrétisé, on a envoyé un email et un SMS quand on avait les coordonnées SMS pour améliorer le déclenchement de la souscription. Le résultat, c'est que on a gagné des ventes supplémentaires qu'on n'aurait pas fait.
En fait, le meilleur couple pour améliorer cette souscription, c'était le couple email-SMS, parce que le SMS est beaucoup plus réactif que l'email. En gros, le temps de lecture sur un email, il est de à minimum 1 heure. Dans les 3 jours qui suivent l'envoi d'un email, vous avez 85% de vos ouvreurs, donc d'accord. Mais dans les 1 heure qui suivent l'envoi d'un email, vous avez à peine 20% de vos ouvreurs. Donc du coup, l'email seul n'était pas le meilleur canal de communication pour provoquer la souscription, mais le couple SMS-email a fait son job et a rapporté des ventes supplémentaires. De la même façon, on a ce genre de programme assez automatique quand il y a la souscription d'un client. Quand un client arrive chez Canal, il a un certain nombre d'emails qui lui parviennent pour lui demander tout un tas de choses et pour lui annoncer tout un tas de choses sur son contrat d'abonnement. Voilà. Donc si on résume, voilà, montrant qu'en travaillant sur la donnée, donc en mutualisant effectivement toutes les informations qu'on peut obtenir, en améliorant la connaissance client, on obtient effectivement une meilleure efficacité des mailings et encore une fois cette reconnaissance de par les plateformes de messagerie qui sont plus à même de livrer votre message en boîte de réception. Alors bon, ça passe effectivement de notre côté via NP6 par un studio déporté évidemment. Donc on a en interne sur nos équipes à Bordeaux un accompagnement effectivement assez proche. Une personnalisation, alors qu'on tend effectivement, plus on connaîtra d'informations, plus on sera à même de personnaliser ses contenus et de répondre effectivement à cette attente, que ce soit au niveau de l'internaute, mais aussi des opérateurs. Et tout ça pour répondre effectivement au triptyque qu'on énonce toujours en délivrabilité, c'est-à-dire adresser la bonne offre à la bonne personne au bon moment. Voilà. Et ça, aujourd'hui, l'analyse de la donnée, la DMP, nous permet de le faire. Ce qu'on pensait un petit peu utopique il y a encore 10 ans, clairement, aujourd'hui, on a les moyens d'avancer là-dessus et de pouvoir satisfaire tout le monde. Voilà. Je laisse la main à Nicolas pour la conclusion sur la DMP. Oui, donc comme on le disait tout à l'heure, quand nos clients viennent nous voir ou qu'on a un appel d'offres ou des choses comme ça, la première question sur le marketing automation ou sur la transformation digitale des sociétés, c'est j'entends le mot DMP, ça a l'air sympa, j'en veux une. Donc nous, ce qu'on pose comme postulat, c'est que oui, vous en voulez une, mais il faut que vous sachiez très clairement pourquoi vous en voulez une. Quels sont vos objectifs avec la DMP. Parce que tout ça, ça va avoir un impact sur comment vous allez gérer le projet, avec quel prestataire vous allez travailler, parce que chaque DMP a une couleur. Donc c'est important de se poser ces questions-là, parce que si vous ne vous les posez pas, vous n'allez pas nécessairement prendre la bonne décision. Je vais rapidement passer sur les 5 questions à se poser, sachant qu'il y a toujours le livre blanc qui est à votre disposition sur le site. Donc la première question, c'est donc pourquoi ? Pourquoi j'ai besoin de cette DMP ? Est-ce que je suis plutôt en phase d'acquisition, en phase de fidélisation ? Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux faire de la perf ou est-ce que je veux faire du branding ? Donc ça, c'est des vraies questions. Ou je veux faire tout, j'en sais rien. Peut-être vous voulez tout faire. Ensuite, il faut bien comprendre l'impact qu'un tel projet a chez vous. Avoir l'adhésion de l'ensemble des équipes qui vont être amenées à travailler sur le projet, c'est très très important. Sans quoi vous allez avoir des résistances en interne qui vont mettre à mal finalement les temps de livraison du projet, voire même le projet de manière générale. Il faut bien que vous définissiez vos canaux prioritaires. Nécessairement, par la première question, vous allez répondre à cette question des canaux en fonction de si vous voulez faire de l'acquisition, de la performance, ainsi de suite. Nécessairement, vous allez vous poser la question des canaux. Très important parce que, notamment aujourd'hui où pas mal de DMP commencent à intégrer nativement des canaux, si votre canal prioritaire, c'est l'email, typiquement, NP6 répond à ce besoin. Si votre canal d'activation principal est le display, il y a d'autres DMP qui sont très, très focus sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment des questions à vous poser.
la granularité de ce que vous voulez mettre en place, notamment sur le marketing automation, et on en a parlé avec Perfectstay, sur les niveaux d'activation, les niveaux de réglage que vous voulez avoir sur j'envoie mon mail à tel moment, je groupe les pages produits qui ont été vues, les produits qui ont été vus, je veux que le panier, je veux inclure ces éléments-là, mais pas ces éléments-là. Donc tout ça, c'est important que vous posiez les questions. Vous posez ces questions-là, la granularité passe souvent par mes use cases. Quels sont les premiers use cases que je veux mettre en place avec ma DMP vraiment concrètement, c'est-à-dire je veux envoyer un mail sur les abandonnistes de telle catégorie parce que c'est celle-là que je veux travailler dans les 6 prochains mois. Donc ça, c'est des vraies questions qu'il faut vous poser et écrire ces use cases-là pour les soumettre aux différents prestataires avec qui vous voulez travailler. Et le dernier point qui est très important, c'est le niveau d'accompagnement dont vous avez besoin en fonction des équipes que vous avez en interne. Vous allez pouvoir aller plus ou moins loin vous-même sur ces sujets-là. Différentes sociétés qui proposent des services DMP ont différents niveaux d'accompagnement. Et donc là, c'est une vraie question à poser. Et dans le cadre de cet accompagnement, il y a notamment tout ce qui est RGPD. Donc vous allez en entendre parler pas mal sur le salon. Nous, on va en parler demain pendant une conférence avec un cabinet d'avocats qui nous accompagne sur le sujet pour bien comprendre les impacts du RGPD entre ce qui se passait aujourd'hui sur ma collecte de données, sur mon activation de données, sur ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, et si je peux le faire, comment je peux le faire. Et tout ça, on va en parler demain. Mais le fournisseur qui sera en capacité de vous accompagner sur ce sujet-là aussi vous permettra de pérenniser plus longtemps ce service que vous allez mettre en place chez vous pour aller travailler vos clients finalement. Donc, je pense que j'ai terminé. Ça, c'est les livres blancs qui reprennent peu ou prou ce que j'ai expliqué avant. Donc, n'hésitez pas à aller les télécharger. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, mais je pense que c'est le moment des questions. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci pour votre présentation. Christine Mercier, FIConnect. Je voulais savoir au niveau des sources de données que vous arrivez à récupérer du coup dans la DMP, j'ai cru voir social. Donc ça veut dire que les réseaux sociaux vous ouvrent la porte au compte des utilisateurs? Non, d'accord. Alors non. Clairement, social, c'est là parce qu'on active en social. C'est-à-dire on peut vous permettre de segmenter votre donnée par n'importe quel flux et de l'activer sur le social. Il faut bien comprendre que tout ce qui est Facebook et tout ça, c'est très très compliqué de se brancher et de capter la donnée et de l'intégrer dans la DMP. Évidemment, c'est leur pétrole, c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie énormément. Les systèmes d'algorithmie, de lookalike sur Facebook marchent très bien parce qu'ils ont des données hyper précises. Et donc, du coup, c'est très, très compliqué d'y accéder. Donc, on peut avoir des retours, mais c'est pas je prends mes données sociales et je les mets dans la DMP. En tout cas, c'est des sujets qu'on creuse parce que c'est des sujets intéressants, voir dans quelle mesure on peut mettre ça en place. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Et donc concrètement, aujourd'hui, les sources que vous pouvez collecter, c'est quoi? Alors, les sources qu'on peut collecter, il n'y a pas vraiment de limite en fait, puisque ça c'est un des points qu'il vous faut traiter, vous, c'est de quelles données j'ai besoin. C'est ça qui est important. C'est cette question qu'il faut se poser quand vous allez sur le projet DMP, sur le projet, sur un outil qui va venir agréger vos données, c'est de quelles données j'ai besoin pour quelle activation. Parce qu'en fonction de votre activation, peut-être que vous n'allez pas avoir besoin de monter tout le CRM dans la DMP, peut-être que vous n'avez pas besoin d'avoir l'ensemble, je sais pas, des requêtes de search dans la DMP. En revanche, nous, on est en capacité d'intégrer n'importe quel flux. Ça, c'est pas un problème. Aujourd'hui, on intègre des flux offline de tickets de caisse, par exemple. On intègre de la navigation, on intègre du display, on intègre pas mal de choses. Maintenant, à chaque fois qu'un flux nous est demandé, on pose la question. Pourquoi vous voulez le faire? Parce que ça vient complexifier
la lecture de la DMP, la manipulation de la DMP, ça vient grossir le stack de données. Donc il faut bien réfléchir. C'est de la big data, on en fait, c'est sûr, mais il faut aussi faire de la smart data. Et la smart data, ça commence déjà par se poser la question de quelle data j'ai besoin. Et après, nous, on peut travailler dessus. D'autres questions peut-être ? Plus de questions sur. Ah, une question ici. Merci. Donc j'aurais juste une petite question. Bon, on a vu tout ça, c'est vrai que ça nous fait tous briller les yeux. La question que j'aurais, c'est, à votre avis, quelle taille d'entreprise faut-il avoir ou quelle taille de données il faut avoir pour commencer à pouvoir jouer avec ce genre d'outils ? Parce que bon, on n'est pas tous des gros groupes comme Canal+, avec plus de 2000 campagnes et plusieurs centaines de millions d'emails tous les ans. Donc, à partir de quelle taille on peut commencer, à votre avis, à pouvoir tirer avantage de ce genre de nouvelles technologies ? Je pense que tout type d'entreprise peut accéder aujourd'hui à des systèmes d'automation. Maintenant, en fonction de la taille, de la volumétrie, du nombre d'events que vous voulez mettre en place, du nombre de scénarios, vous n'allez pas vous adresser aux mêmes fournisseurs en fait. Il y a aujourd'hui des plateformes qui proposent des choses un peu clés en main, qui ne coûtent pas trop cher, mais qui ont des limitations finalement dans ce qu'on peut activer. Maintenant, ça peut tout à fait répondre aux problématiques d'une société qui est modeste et qui a, je sais pas moi, 10 000, 100 000 users en base ou des choses comme ça. Maintenant, si la question c'est si le petit client a énormément de données, il va falloir quand même qu'il s'adresse à des sociétés qui sont en capacité de gérer tous ces flux de données. Et c'est pas simple. Les technologies qui sont en place derrière, notamment pour gérer des flux de display où il y a des millions de contacts, ça coûte des sous. Et donc, du coup, il faut se poser la question de quelle rentabilité je peux avoir sur l'augmentation de mon trafic, sur l'augmentation de mes ventes, versus le prix que ça coûte. Donc, je n'ai pas de réponse claire sur il faut avoir une taille minimum. C'est quelle est ma taille, quel est mon objectif, du coup, vers quel prestataire je vais me diriger. Pour quel coût ? Parce que je pense qu'il y a vraiment tout un panel aujourd'hui qui peut répondre à n'importe quelle société, en fait. Oui, mais avec quand même une petite chose auquel il faut faire très attention, c'est qu'il y a plein d'outils, plein de gadgets sur le marché, mais souvent, ces outils-là ont la capacité technique de faire sortir les choses, mais on a toujours la problématique de la délivrabilité à partir du moment où on passe par l'email. Et souvent, cette brique-là, délivrabilité, ils ne l'ont pas. Donc, je vais reformuler ma question. Pour un client qui veut accéder à ces technologies-là avec une bonne délivrabilité, quelle taille il faudrait du coup C'est une colle. Là, j'avoue, on va y réfléchir, je n'ai pas la réponse. En revanche, on en parle juste après. Il n'y a pas de souci. Ok. Y a-t-il d'autres questions ? Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de salon.